Le 31 décembre 1994, des colonnes blindées russes s'engagèrent tranquillement dans la ville de Grozny. Personne n'aurait pu imaginer que les 60 heures suivantes allaient être un enfer absolu et que presque chacun d'entre eux allait finir mort, blessé ou capturé. Nous allons vous montrer exactement ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et jusqu'où ça a tout déchiré pour tous les camps. Pour vous situer brièvement dans ce 31 décembre et l'horreur qui était sur le point de s'y produire, voici un peu de contexte pour que vous compreniez pourquoi tout s'est enchaîné comme ça. La Tchétchénie était une petite république semi-autonome à l'intérieur de la Fédération de Russie, avec une population d'environ 1 million de personnes, et sa capitale était la ville de Grozny, où un mélange d'ethnies tchétchènes et russes avait vécu côte à côte pendant des décennies. Mais quand l'Union soviétique commença à s'effondrer en 1991 à travers des années de politique compliquée et obscure que nous n'allons pas vous infliger, vu que ce sont surtout des mensonges dans n'importe quel pays de toute façon, on en arriva au point où la Tchétchénie déclara son indépendance. Elle forma une armée nationale, conserva la majeure partie des armes de l'ère soviétique et, logiquement, la Fédération de Russie n'apprécia pas vraiment. Il y eut une sorte de bras de fer pendant 3 ans entre elles, jusqu'en 1994, quand Boris Eltsine, le président de la Russie à l'époque, décida que Doudaïev, le président de Tchétchénie, devait partir. Pour éviter que le conflit ne dégénère en guerre ouverte à grande échelle, ils déployèrent initialement une petite force supplétive censée paraître non officielle pour pénétrer en Tchétchénie et renverser Doudaïev. Mais ce n'était pas la force sur le point d'entrer à Grozny la veille du Nouvel An. Environ 2000 combattants, avec une quarantaine de chars T, 72 traversèrent la frontière, soutenus depuis les airs par des hélicoptères d'attaque et des avions de chasse. Mais les Tchétchènes n'aimaient vraiment pas l'idée de voir leurs dirigeants renversés. Ils tendirent des embuscades en chemin et anéantirent la colonne russe. Plus de 20 chars furent mis hors de combat, 150 soldats tués. Et surtout, des soldats russes furent capturés et exhibés à la télévision pour que le monde entier voie ce qu'ils avaient tenté de faire. Le leadership russe fut loin d'apprécier ce développement. Ils convoquèrent une réunion d'urgence et décidèrent de lancer une opération militaire à grande échelle contre la Tchétchénie. Dans les 2 semaines suivant cette décision, l'invasion commença le 11 décembre. Mais il faudrait encore 3 semaines d'avancée à travers le pays avant que les forces n'atteignent finalement les faubourgs de Grozny le 30 et 1 décembre. Or, la majorité des généraux de plus haut rang de Russie s'opposaient en réalité à cette opération. Des centaines d'officiers et d'unités de forces spéciales refusèrent carrément d'y participer et furent arrêtés. Mais il n'y avait plus de marche arrière possible. Et la force qui allait s'engager avait été assemblée en catastrophe à partir de toutes les unités disponibles à ce moment-là. Des soldats furent raclés dans des tas d'unités différentes. L'état de l'armée russe n'était plus que l'ombre de sa puissance soviétique. Sous-financé, sous-entraîné, pour la plupart de jeunes conscrits de 18 ans avec seulement une formation de base aux armes, rassemblés avec n'importe quel équipement qu'ils pouvaient se procurer. Ils montaient sur des chars et des véhicules blindés de transport de troupes sans même avoir de conducteurs formés dans certains cas, obligeant les officiers à conduire eux-mêmes. C'était tout simplement le chaos. Certains chars n'avaient même pas reçu de munitions pour leurs mitrailleuses. Sans compter qu'il n'y avait aucun plan formel pour la façon dont ils étaient censés, je cite, « prendre la ville en 2 heures », comme le président russe l'affirmait avec tant d'assurance. Avançons donc au 31 décembre, 12 heures avant le Nouvel An. La brigade approcha de la ville et s'arrêta. Elle prit des positions défensives et attendit de nouvelles instructions. Les soldats se parlaient entre eux, se demandant ce qui allait se passer, et personne ne savait vraiment quoi que ce soit, mais ils pouvaient le pressentir. Les soldats plus expérimentés sentaient dans leurs tripes que quelque chose de mauvais arrivait, mais personne ne pouvait imaginer à quel point. Au bout d'une demi-heure à peine, l'ordre d'entrer dans la ville arriva. Le plan initial prévoyait 4 colonnes blindées pénétrant dans la ville simultanément depuis des directions différentes pour converger sur le palais présidentiel au centre. Mais au moment où l'ordre de mouvement fut effectivement donné, 2 seulement étaient disponibles. Une brigade avait été frappée par ses propres tirs d'artillerie et avait reculé, tandis qu'un régiment de parachutistes avait tout bonnement refusé les ordres d'attaquer la ville. Il ne resta donc pratiquement que le groupe Nord commandé par le général Poulikovski. C'était la force d'assaut principale. Environ 2700 hommes, une centaine de véhicules blindés de transport de troupes, une cinquantaine de chars répartis entre la 131e brigade motorisée et le 81e régiment de fusiliers motorisés de la garde. Toute l'idée était qu'une démonstration massive de forces blindées défilant dans les rues amènerait les défenseurs tchétchènes à capituler. Mais il s'avéra qu'ils avaient des plans très différents. Ces 2 formations russes avançaient sur des itinéraires séparés à l'intérieur de la ville, ce qui signifiait qu'elles étaient trop éloignées l'une de l'autre pour se soutenir mutuellement en cas de, disons, une embuscade bien préparée et coordonnée depuis tous les côtés. Il y avait environ 20 fois plus de combattants ennemis que les services de renseignement n'en avaient prédit.
qu'est-ce qui pouvait bien mal tourner? Voilà où il faut suivre qui est qui, parce que deux choses distinctes se produisaient en même temps sur deux itinéraires différents. La 130 et une brigade motorisée entra par le nord, progressant vers la gare ferroviaire au centre de la ville. Elle avançait en deux groupes d'assaut, à environ 20 minutes d'intervalle, en longue formation convoyage, un véhicule derrière l'autre, espacé d'environ 5 mètres. Leur objectif, reçu par radio, et notez bien qu'il n'y avait pas d'ordres écrits, était de s'emparer de la gare ferroviaire. Sur un itinéraire parallèle séparé le long de la rue Pervomaïskaïa, le 81 régiment de fusiliers motorisés de la garde progressait lui aussi vers le centre, en direction de la place près du palais présidentiel. Mais voilà la chose, les Tchétchènes avaient en réalité été pris par surprise. Ils s'attendaient à ce que les Russes entrent, mais pas de cette manière carrément suicidaire. Ils étaient littéralement choqués de les voir rouler tranquillement dans la ville comme pour une parade. À l'entrée de la ville, quelqu'un avait peint un message en rouge sur le panneau d'accueil « Bienvenue en enfer ». Cependant, pendant les 2 premières heures, il n'y eut absolument aucune résistance. Les rues étaient vides, aucun coup de feu, aucune présence humaine nulle part. La ville semblait complètement déserte. Mais la chose étrange, c'est que tout le reste semblait normal. Les réverbères étaient allumés, les lumières brillaient dans les fenêtres des appartements, et plus les colonnes progressaient en profondeur, plus les commandants se convainquaient que cela allait être facile. Vers 13h00, les éléments de tête de la 130 et une brigade motorisée, premier groupe d'assaut, atteignirent la gare de Grozny au cœur de la ville sans avoir rencontré aucune résistance. Mais ce qu'ils ignoraient encore à ce moment-là, c'est que la gare se trouvait précisément entre les anneaux extérieurs et intérieurs de la défense tchétchène autour du palais présidentiel. Ce qui signifie que la 131 venait littéralement de foncer droit au milieu des formations de combat ennemies et de s'y garer. Elle avait des combattants tchétchènes tout autour d'elle, devant, derrière et des deux côtés. Et elle n'en avait absolument aucune idée. Ils garèrent leurs chars et véhicules blindés en rangées bien ordonnées autour de la gare et attendirent de nouveaux ordres. Personne ne sécurisa les bâtiments environnants. Personne ne mit en place de position défensive. L'infanterie resta à l'intérieur de ses véhicules ou entra dans le bâtiment de la gare. À un moment donné avant le début de l'attaque, le moment exact est débattu et on ne peut donc pas en être certain, mais c'était peu avant que tout parte à volo, un commandant tchétchène, le plus souvent identifié comme Tourpal Ali Atagueriev, prit contact sur la fréquence radio russe et appela directement le colonel Ivan Savin, commandant de la 130 et une brigade. Il l'appela par son surnom Alek. Il dit qu'ils se connaissaient de leurs années dans l'armée soviétique et je mettrai en lien la conversation complète que vous pourrez écouter plus tard. Atagueriev supplia essentiellement Alek de donner l'ordre et de quitter la ville, qu'il ne voulait pas que ce bain de sang se produise. La conversation était cordiale, il essayait de convaincre Alek de sauver ses soldats, car personne ne voulait que ça arrive. Le colonel Savin dit qu'il comprenait, mais qu'il ne pouvait pas donner cet ordre. Il avait ses ordres de la hiérarchie et il les suivrait. Il n'y avait tout simplement rien qu'il pût faire. Discours de présage. Savin ne sortirait pas vivant de la ville. Atagueriev survécut à la bataille, mais fut capturé par les forces russes pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie et mourut dans une prison russe en 2002. Peu après cette conversation, un nouveau message traversa la fréquence radio russe, le même que celui inscrit sur le panneau à l'entrée de la ville. « Bienvenue en enfer ». Et puis Grozny explosa. Dans un assaut coordonné, les combattants tchétchènes, qui étaient restés silencieux dans les bâtiments le long de la rue Pervomaïskaïa, ouvrirent le feu en premier sur le 81 régiment de fusiliers motorisés de la garde. Alors qu'ils progressaient encore vers le centre-ville, des RPG détruisirent les véhicules de tête et de queue de la colonne, encerclant le reste dans une zone d'abattage sans issue. Les rues étaient trop étroites pour faire demi-tour, et des dizaines de chars et de véhicules blindés se retrouvèrent coincés. Tout explosa avec une telle rapidité que les Russes ne purent même pas réagir. Ce fut le chaos total. La colonne du 81 était ravagée par un ennemi qu'elle ne pouvait même pas voir, encore moins riposter et organiser une quelconque défense cohérente. Ils essayaient désespérément de forcer le passage pour sortir de la ville, mais ils étaient brisés en petits groupes et beaucoup, désorientés, s'enfoncèrent encore plus loin dans le centre-ville. Les Tchétchènes avaient d'ailleurs remplacé les panneaux de rue pour les désorienter davantage et les soldats russes n'avaient même pas été dotés de cartes correctes de la ville. Ils ne savaient pas où aller. Le 81 fut essentiellement anéanti dans les rues en quelques heures, les survivants tentant de se frayer un chemin vers la sortie au cours des jours suivants, mais la plupart furent tués ou capturés. En même temps, le premier groupe d'assaut de la 130 et une à la gare fut lui aussi attaqué. Le second groupe d'assaut, qui suivait à environ 20 minutes en arrière, n'atteignit jamais la gare. Il fut pris en embuscade et anéanti en chemin. Parmi les forces qui se précipitèrent vers la gare se trouvait le bataillon Abkhaz, des combattants tchétchènes vétérans de la guerre en Abkhazie.
C'étaient des hommes aguerris au combat réel, pas de simples miliciens locaux. Étant donné la position de la gare entre les deux anneaux de défense, les véhicules commencèrent tout simplement à exploser et le feu se déchaîna de toutes parts sur la 131 qui tenta de se réfugier dans la gare et dans les bâtiments voisins. Les Tchétchènes mirent le feu aux bâtiments. Les Tchétchènes avaient mis au point une tactique conçue autour de chaque faiblesse de l'armée russe. Après tout, ils faisaient partie de cette même armée quelques années auparavant et savaient exactement comment fonctionnait chaque arme, comment la contrer et comment opérait la doctrine et les tactiques russes. Ils avaient prévu chaque geste des Russes ce jour-là et étaient prêts à les contrer un à un. Les chars 72 et 80 et même les véhicules blindés de transport de troupes ne pouvaient pas élever leurs canons suffisamment pour atteindre les étages supérieurs des bâtiments, ni les abaisser suffisamment pour toucher des équipes de RPG tirant depuis des sous-sols. Les Tchétchènes le savaient parfaitement et c'est précisément pourquoi ils y positionnèrent leurs petites équipes de combat. À 50 mètres, le canon du char ne pouvait rien toucher au-delà du 4e étage environ et ils étaient encerclés de toutes parts par des bâtiments élevés dans des rues étroites. Le blindage latéral, arrière et supérieur ne pouvait même pas arrêter les anciennes ogives de RPG Sept, surtout pas quand on en était arrosé depuis toutes les directions à pratiquement bout portant. Les chars et les véhicules s'embrasèrent. Et oui, cette fameuse signature de la tourelle qui s'envole sur les 72, l'effet Jack in the Box que vous voyez en Ukraine aujourd'hui, n'était pas meilleur à l'époque. Beaucoup de ces chars n'avaient soit pas du tout de blindage réactif explosif, soit, pour ceux qui en disposaient, ils ne fonctionnaient tout simplement pas. Beaucoup avaient été déployés en urgence et les inserts explosifs des blocs de blindage réactif n'avaient jamais été mis en place. Et même les chars dont le blindage réactif fonctionnait n'avaient que l'ancien système Contact 1 qui ne peut de toute façon pas arrêter les ogives en tandem ni les impacts répétés. Tout simplement, aucune protection n'est suffisante pour un char qui s'engage aveuglément en formation serrée dans une ville sans appui approprié, ce que les commandants ont tendance à faire dans presque toutes les guerres pour une raison incompréhensible. L'infanterie à l'intérieur des véhicules blindés de transport de troupes fut paralysée par le choc. Elle était censée débarquer et appuyer les chars, mais les soldats ne sortirent pas. Comme nous l'avons dit, c'était pour la plupart de jeunes conscrits sans aucune formation au combat urbain. Personne ne leur dit même quoi faire, alors leur instinct était de rester derrière le blindage quand les coups de feu commencèrent. Et, horriblement, beaucoup d'entre eux y restèrent pour toujours. Des combattants tchétchènes s'approchèrent des véhicules fermés de l'intérieur et les firent exploser au RPG. Ceux qui tentèrent de s'extraire des véhicules en feu furent fauchés par les mitrailleuses et les tireurs embusqués. Le commandant de brigade Savin resta aux commandes malgré ses propres blessures, appelant sur la radio à n'importe quelle aide disponible, mais aucun secours n'était en route. Les combats frénétiques se poursuivirent toute la nuit. Les commandants russes à l'intérieur de la ville tentèrent de former une sorte de défense, mais le chaos total, la confusion et l'absence complète de tout plan rendirent cela impossible. Ils communiquaient sur de vieilles radios non chiffrées. Et les Tchétchènes, disposant des mêmes radios, pouvaient écouter tout ce que les Russes disaient dans une langue qu'ils parlaient couramment eux-mêmes. Ils pouvaient même parler aux forces russes, comme vous l'avez vu. Il existe un enregistrement d'un combattant tchétchène riant sur la fréquence radio russe que j'ai découvert lors de mes recherches. Et il m'a foutu une trouille bleue, sans même parler des soldats qui se faisaient activement tuer par eux tout en écoutant ça. De l'autre côté, les combattants tchétchènes étaient parfaitement organisés. Ils disposaient à l'époque de radios portatives Motorola modernes pour presque chaque équipe. Ils pouvaient communiquer sans que les Russes écoutent. Et étant donné qu'ils défendaient leur propre ville, ils étaient bien plus motivés. Leur défense était organisée en 3 anneaux concentriques. Et les Russes n'en avaient absolument aucune idée quand ils sont entrés en défilé. C'était tout simplement un chaos et une situation impossible pour les soldats russes qui se battaient maintenant pour leur vie toute la nuit. Leur cadeau du Nouvel An fut un cessez-le-feu de 15 minutes avant et 15 minutes après minuit. Puis le massacre reprit. Le bataillon de soutien de la 130 pénétra dans la ville, mais fut immédiatement pris en embuscade et anéanti avant même d'avoir pu atteindre les soldats encerclés à la gare. Toute la nuit, les blessés et les morts s'accumulèrent. Les munitions s'épuisaient et il n'y avait aucune issue. Le matin du 1er janvier, des avions et hélicoptères russes intervinrent pour apporter leur aide. Mais ils aidèrent en bombardant leur propre groupe occidental qui était censé participer à l'attaque parce que personne n'avait informé les pilotes de leur présence à cet endroit. Ils les prirent pour des ennemis et les frappèrent avec des munitions à sous-munitions, créant un horrible incident de tir fratricide, détruisant plusieurs véhicules et tuant des dizaines de soldats amis. Le chaos était tel qu'il est estimé que les tirs fratricides auraient représenté jusqu'à 60% de toutes les pertes russes. Même si cette estimation est fausse de moitié, c'est toujours plus que cauchemardesque. Et si ça ne suffisait pas, certains combattants tchétchènes revêtirent des uniformes russes et parlant couramment la langue, infiltrèrent les lignes et semèrent encore plus le chaos.
Deux unités russes se battirent l'une contre l'autre pendant 6 heures le 1er janvier parce que des combattants tchétchènes s'étaient glissés entre elles par le réseau d'égouts et avaient tiré sur les deux côtés, puis étaient simplement partis en les laissant se combattre mutuellement. Même chose pour les communications radio et les ordres. Les renforts qui tentaient de pénétrer dans la ville non seulement essuyaient les tirs des combattants tchétchènes, mais aussi ceux de soldats russes qui étaient désormais dans une désorganisation totale et tiraient sur tout ce qui bougeait. Les deux camps avaient le même équipement, les mêmes véhicules et les mêmes armes, et il n'y avait aucun moyen d'identifier avec certitude des amis avant d'être trop proche ou trop tard pour constater l'erreur. Au 1er janvier, la 131 était piégée à la gare depuis environ 24 heures. Elle comptait entre 300 et 350 morts. Elle manquait de munitions et les blessés ne pouvaient plus être soignés. La reddition était pratiquement hors de question pour la plupart des soldats, car ceux qui tentaient de se rendre étaient pour la plupart abattus sur place. Certains furent capturés et connurent un sort encore pire. D'autres furent capturés, soignés si blessés, puis relâchés par la suite, même sans rançon contre des prisonniers tchétchènes. Tout dépendait de l'unité à laquelle on avait affaire et de son commandant. Il était désormais évident qu'aucun secours n'arriverait. Au coucher du soleil le 1er janvier, Savin était toujours aux commandes et décida de tenter d'évacuer les blessés. Il fit charger une quarantaine des blessés les plus critiques dans les 3 derniers véhicules opérationnels et les fit partir. Les véhicules roulèrent, mais prirent la mauvaise direction, vers le centre-ville au lieu de s'en éloigner. Ils finirent par faire demi-tour et tentèrent de retraiter par le chemin parcouru à l'allée, mais furent immédiatement pris en embuscade par des équipes de RPG tchétchènes. Aucun des véhicules ne sortit de la ville. 13 survivants purent être faits prisonniers. Le commandement au quartier général, désespéré, dit aux soldats encerclés de prendre des otages civils pour négocier leur extraction. Mais les Tchétchènes ne répondirent pas. Ils suggérèrent également aux troupes piégées de tenter de se faufiler jusqu'aux lignes amies à la faveur de l'obscurité, comme si les soldats n'y avaient pas eux-mêmes pensé. Nous voilà au 2 janvier et les soldats russes survivants tenaient à peine, se battant pour leur vie. Les bâtiments étaient éventrés par des RPG et des grenades à main étaient lancées à l'intérieur. C'était un combat à courte distance devenant plus désespéré d'heure en heure, les Russes étant désormais presque complètement à court de munitions. Le colonel Savin, lui-même blessé depuis presque le début de la bataille, prit seul la décision, sans attendre les ordres de la hiérarchie, d'abandonner la gare et de quitter la ville à pied à la faveur de l'obscurité. Ils quittèrent la gare dans la nuit du 2 janvier en progressant le long des voies ferrées. Ils s'éloignèrent d'environ 70 mètres et les Tchétchènes ne les poursuivirent pas. L'ordre était silence total et pas de tir. Mais les nerfs lâchèrent et la discipline commença à se déliter. Les hommes étaient en état de choc, épuisés, certains à peine fonctionnels. En progressant dans la ville, ils tombèrent sur 3 véhicules blindés de transport de troupes d'une autre unité, le régiment de Samara. Savin ordonna de charger les blessés les plus critiques dans ces véhicules et de les envoyer vers la sortie. Le premier véhicule, transportant Savin lui-même et les blessés les plus graves, fut touché par un lance-grenade presque immédiatement. Savin fut mortellement touché et mourut peu après près de son véhicule détruit. Il reçut à titre posthume le titre de héros de la Fédération de Russie pour avoir tenté de sauver ce qui restait de son unité. Le deuxième véhicule avec les blessés fut également touché et détruit, tandis que le troisième parvint à forcer le passage, mais fut à son tour touché un peu plus loin sur la route. Ceux qui avaient survécu s'enfuirent à pied ou furent capturés plus tard en errant dans la ville. Du côté tchétchène, environ 120 de leurs combattants furent tués rien qu'aux abords de la gare. Toute la chose dura 60 heures. Au 3 janvier, pour la 130 et une seule, on comptait 789 hommes tués, 75 capturés et seulement une soixantaine avaient atteint la sécurité. 20 chars détruits sur 26. 102 véhicules blindés détruits sur 120. Tous les systèmes anti-aériens, Tunguska détruits. 24 officiers morts, dont Savin. Le premier bataillon tout entier, environ 300 hommes et 40 véhicules blindés, avaient cessé d'exister. Sur l'ensemble des unités engagées dans les premiers jours, entre 1500 et 2000 soldats russes furent tués selon les estimations. Environ 100 des 120 chars engagés furent détruits. La Russie perdit proportionnellement plus de chars à Grozny que lors de la bataille de Berlin en 1945. Un 1906 soldats russes de la première guerre de Tchétchénie reste porté disparu. En 2008, une fosse commune contenant environ 800 corps fut découverte à Grozny. Après ce désastre, les Russes abandonnèrent complètement les colonnes blindées. Ils passèrent au bombardement massif d'artillerie, tirant environ 30 000 obus par jour. Ce fut la campagne de bombardement la plus intense en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et cela tua des milliers de civils, dont la plupart étaient des Russes d'ethnie n'ayant nulle part où aller. Pendant le mois suivant,
Ils bombardèrent atrocement la ville et attaquèrent avec l'infanterie jusqu'à ce que les défenseurs tchétchènes se retirent dans les montagnes et que les Russes prennent la ville. Celle-ci fut reprise par les Tchétchènes en 1996 lors d'une contre-offensive, après quoi des négociations s'engagèrent. Mais la Seconde Guerre de Tchétchénie arriva en 1999 sous Poutine, qui s'appuya sur les leçons apprises et privilégia les bombardements intensifs plutôt que d'envoyer des chars en ville. La ville fut à nouveau détruite et la Russie l'emporta cette fois en y installant un gouvernement à sa main. Voilà. Encore un exemple de gens mourants parce que quelqu'un depuis son bureau confortable a décidé de ne pas être d'accord.